J'ai pénétré dans le nouveau bureau d'angle de Camille et la plaque de laiton m'a heurté comme une brusque poussée. Camille Lambert, présidente. Elle n'a même pas levé les yeux. Adrien, annule la réunion de 9h30. J'ai des feux plus urgents à éteindre. Je me tenais là, un dossier sur lequel j'avais saigné, me sentant idiot d'y avoir mis tant d'importance. Mon nom est Adrien Dubois. J'avais 34 ans. Je vivais à Lyon, dans un appartement avec vue sur le Rhône, et je croyais encore que si je travaillais plus dur, les choses s'aligneraient. Ce matin-là me prouvait mon erreur. J'avais préparé 3 nuits durant pour cette réunion d'équipe. 12 personnes sont prêtes à proposer des solutions pour 3 projets de réaménagement bloqués. Ai-je dit, c'est important. Elle fit un geste de la main, comme si j'étais un simple coursier. Pas aujourd'hui. Les équipes ont répété toute la semaine. Son regard se leva vers moi, plat et perçant. Ce n'est pas une requête, Adrien. Annule. J'ai dégluti, me suis retourné et suis sorti. La paroi de verre m'a paru glaciale à travers ma chemise quand je m'y suis appuyé pour empêcher ma tête d'exploser. Gérard m'a trouvé là. Son père, le fondateur, l'homme qui avait bâti ce cabinet d'architecture à partir d'une seule idée et d'un petit atelier loué. « Tu as l'air d'avoir avalé un clou, mon garçon. Qu'est-ce qu'elle a encore fait ?»« Pression des nouveaux projets. » ai-je répondu, tentant de rester neutre. Il fronça les sourcils d'un air grave. Le stress ne donne pas le droit d'agir comme un tyran. Je suis retourné à l'intérieur, juste pour déposer le dossier de l'ordre du jour sur sa crédence. Son téléphone s'est allumé en mode haut-parleur. Sa voix a changé, douce et mielleuse, comme un interrupteur. « Maxime, salut. Déjeuner au Nymphéa ? Parfait, j'ai hâte. » Mes pieds semblaient collés au sol. Maxime n'était pas un client que je connaissais. Le sourire dans sa voix n'avait pas sa place dans une invitation de calendrier. Elle m'a remarqué dans l'embrasure de la porte et a froncé les sourcils. « Tu es toujours là. » J'ai annulé la réunion. Le bureau collectif s'est tu quand je leur ai annoncé la nouvelle. Les visages se sont affaissés. Sophie, notre chef de projet design, a fixé le sol. Nous avons consacré 3 semaines à cela. Pour rien ? Je sais, ai-je dit, car toute autre réponse m'aurait fait passer pour un imbécile. Nous nous regrouperons. Ils ont hoché la tête, car il n'y avait rien d'autre à faire. Vers midi, Camille s'est éclipsée avec la désinvolture d'une publicité. Son parfum lourd, sa veste négligemment jetée sur l'épaule, le téléphone à l'oreille, le regard perdu au loin. Pas un mot à l'équipe qu'elle venait de balayer. Je me suis plongé dans les rapports de site et couru après 2 permis que personne ne voulait signer. Et j'ai essayé d'éviter que 3 projets critiques ne s'effondrent. Chaque courriel était une brèche que je colmatais du pouce. Gérard est repassé vers 4 heures. Il paraissait fatigué d'une manière que je n'avais pas vue depuis son alerte au cancer des années auparavant. « Elle a sauté la pelle pour le projet Fontaine, » dit-il. « Tu as couvert ?» ?»« J'ai couvert. » ai-je répondu. Il grimaça. « Tu ne devrais pas avoir à le faire. » À 18h20, Camille est revenue comme si la journée s'était parfaitement déroulée. Son rouge à lèvres semblait plus frais que lorsqu'elle était partie. Elle n'a pas ralenti. « Reprogramme Dubois pour la semaine prochaine, » dit-elle en me frôlant. Pas de merci. Pas de reconnaissance pour le travail accompli. Juste des ordres jetés par-dessus l'épaule. Dans le parking souterrain, je me suis assis dans ma voiture, tandis que la radio murmurait la météo et la circulation. J'avais épousé une femme d'affaires avec de la poigne. Dernièrement, elle sonnait comme quelqu'un en quête d'une frénésie. J'ai fixé le volant jusqu'à ce que l'empreinte du caoutchouc s'incruste dans mes paumes. Mon téléphone a vibré. 2 messages d'un chef de chantier concernant une erreur de livraison. J'ai appelé, réglé l'accès du chariot élévateur et redirigé la palette. La même vieille routine. Le problème n'était pas le travail, c'était les jeux. J'ai démarré le moteur. Le nom de cet appel me traversa l'esprit comme un morceau de métal sous un pneu. Maxime Rousseau. Je n'aimais pas la façon dont cela pesait sur ma poitrine. J'ai engagé la première et suis sorti du parking. Je suis arrivé avant 7 heures le lendemain matin, espérant devancer le désordre avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Le bureau collectif est devenu silencieux dès que j'ai franchi la porte, ce sourire raide que les gens affichent quand ils se préparent à de mauvaises nouvelles. Les écrans brillaient, le café fumait, et personne ne disait ce qu'il pensait.
C'était comme de marcher sur un sol sous lequel brûlait un feu, et chacun faisait semblant que ses semelles ne chauffèrent pas. Sophie a glissé un épais dossier sur mon bureau et ne s'est pas assise. Elle n'avait pas besoin d'un discours. À l'intérieur, une plainte formelle des équipes de terrain, des approbations manquées, des changements de dernière minute, Camille sautant les revues. Il y avait 12 signatures. 2 chefs de projet avaient ajouté des notes d'une écriture aiguë et fatiguée qui semblaient avoir été rédigées dans leurs voitures au feu rouge. J'ai feuilleté les pages jusqu'à ce que les bords me raclent le pouce. Puis, j'ai porté le dossier à son bureau. Elle a parcouru une page et a ricané doucement, comme une blague déjà entendue. « S'ils ne peuvent pas suivre le rythme, nous trouverons des gens qui le peuvent », a-t-elle dit, les yeux fixés sur le document, mais ne voyant rien de tout cela. L'air de ce bureau avait l'éclat froid de la ligne d'horizon gravée, et elle regardait au-delà de moi, vers la vitre, comme si j'étais un reflet qu'on efface. Ces gars nous ont fait traverser 2 hivers en dessous du budget, ai-je dit, posant le dossier sur son bureau d'un coup sourd. Ils ne sont pas mous, ils se noient là. Je voulais qu'elle me rejoigne à mi-chemin, pour une fois. Elle ne s'y a pas. Elle continuait de regarder la vue, comme si le centre-ville allait lui donner la réponse si elle fixait assez fort. Son téléphone a sonné et tout son visage s'est illuminé comme un interrupteur actionné. « Gardez mes appels, je pars pour un déjeuner anticipé », dit-elle, glissant déjà son sac sur son épaule. Il était 11h05. Nous avions un client à 11h15, avec des questions qui pouvaient nous dévorer vivants si nous les éludions. « Dépêche-toi », ajouta-t-elle, comme si je bloquais une porte dont elle avait besoin. Dans le couloir, Gérard m'a trouvé et il m'a frappé à quel point il avait l'air fatigué, d'une manière que je n'avais pas vue depuis son alerte au cancer 6 ans auparavant. Ses yeux parcoururent mon corps du regard, comme s'il comptait des ecchymoses invisibles. « Elle ne m'écoutera pas, dit-il, la voix basse. Peut-être qu'elle t'écoutera. » Je lui ai parlé de la plainte, des signatures, des notes. Sa mâchoire se serra jusqu'à ce que le muscle tique. Je n'ai pas bâti cet endroit sur la peur. Je voulais lui rappeler qui lui avait confié les rênes sans garde-fou. Mais j'ai ravalé ma remarque parce que j'avais encore besoin de lui. À midi, je me suis garé à 2 pâtés de maison du Nymphéa et j'ai observé, me sentant comme un intrus dans ma propre vie. Je devais savoir quelle ligne avait déjà été franchie. Camille est entrée avec un homme en veste ardoise et sans cravate, un sourire facile, une main dans son dos, comme s'il s'y était entraîné. C'était le même homme que la voix au téléphone, celui pour qui elle sonnait différemment. J'ai pris une photo dont je me suis détesté d'avoir pris. Ce n'était la preuve de rien, sauf d'une proximité qui n'avait pas sa place au travail. Et c'était suffisant pour vous ronger les entrailles. Je suis reparti en voiture, énervé contre elle de m'avoir fait agir ainsi, et énervé contre moi-même de l'avoir fait quand même. De retour au bureau, la journée a déferlé comme une vague. Le client Dubois menaçait de pénalité pour un retard de livraison de plans qui décalerait notre calendrier si nous ne le réglions pas avant vendredi. Le cabinet Mauvais & Fin demandait une réduction de prix redessinée, comme si nous avions pris l'habitude de distribuer l'argent. Une facture de fournisseur de 92 000 € se trouvait dans ma boîte de réception avec une approbation estampillée par Camille sans ma revue. Et les pièces jointes de sauvegarde manquaient comme si elles n'avaient jamais existé. J'ai gardé le téléphone collé à mon oreille et la boîte de réception active, poussant des esquisses ici, tirant des validations là, essayant de faire correspondre le puzzle, tandis que les pièces continuaient de changer de forme. Léo du service financier est passé nonchalamment et a attendu que mon appel se termine. Il ne faisait pas de bavardage. Il y a une série de dépenses nocturnes liées à un nouveau fournisseur, Rousseau Stratégie, dit-il, en baissant la voix. Tout est codé, stratégique. Tu les connais ? Je ne les connaissais pas. Et le nom pesait étrangement sur ma poitrine. J'ai demandé le grand livre. Léo a hoché la tête une fois. Je vais imprimer les 60 derniers jours. Tu devrais voir ça par toi-même. Il s'est penché un peu plus près. Fais attention à tes arrières. Ce n'était pas théâtral. C'était quelque chose qu'un homme dit quand il en a assez vu pour savoir que le terrain tremblait sous nos pieds. À 16h10, Camille m'a envoyé un message comme si elle commandait un déjeuner.
Départ pour Paris demain, nouvelle opportunité. Je couvre, ai-je tapé, demandant qui elle rencontrait, et j'ai regardé les 3 points refusés de s'afficher. Pas de réponse. Juste un pouls dans ma tempe et un calendrier qui saignerait si je ne le recousais pas. J'ai sauté le dîner et j'ai conduit jusqu'au terrain de football junior de mon neveu Théo. Car lancer des balles au sol est l'une des rares choses qui coupent le bruit. L'odeur de l'herbe coupée et de la poussière sur le cuir a fait son effet pendant un moment. Les enfants riaient, une batte frappait et un père en bottes applaudissait comme si cela importait plus que les prêts immobiliers. J'ai lancé balle après balle, gardé les lancers bas et senti ma respiration se régulariser jusqu'à ce que je réalise que je fixais mon téléphone entre les exercices, comme si la logique allait me répondre par texto. Cela n'est pas arrivé, et j'ai détesté la petite étincelle d'espoir qui continuait d'apparaître malgré tout. Quand l'entraînement s'est terminé, j'ai déposé mon neveu chez ma sœur et hoché la tête devant la cocotte sur leur comptoir pour laquelle personne ne m'avait demandé de rester, et suis rentré chez moi avec la radio à faible volume. La maison semblait mise en scène, propre d'une manière qui signifiait que personne n'y avait cuisiné. Je me suis allongé sur le canapé, car le lit à l'étage semblait être une pièce dont je n'avais plus la clé. Les coussins engloutissaient mes épaules d'une manière qui me faisait me sentir comme un meuble. Elle est rentrée après 23 heures. La porte a cliqué, ses talons doux sur le tapis de l'entrée, et elle sentait le parfum d'un bar où j'avais travaillé dans ma vingtaine. Un parfum cher recouvrait l'alcool, et un rire qui n'avait pas sa place dans une salle de conférence. Elle est passée devant moi, téléphone à la main, le regard sur rien que je puisse reconnaître. Je n'ai rien demandé. Ma bouche avait l'impression d'avoir mâché de la craie. Je n'ai rien dit, et le silence m'a donné l'impression d'avoir accepté quelque chose que je détestais. Elle a tourné dans le couloir sans regarder en arrière, et j'ai attrapé le plaid du canapé, l'ai tiré sur ma poitrine, et me suis roulé pour faire face au coussin. J'ai dormi peut-être 2 heures de vrai sommeil avant que le réveil ne déchire le silence. J'ai pris une douche, mis la même chemise de travail posée sur la chaise et suis allé travailler comme si la mémoire musculaire allait me porter. À midi, j'en avais fini de faire semblant. J'ai dit à la réceptionniste que j'allais récupérer un permis et je suis sorti le ventre serré et les clés déjà à la main. Le trajet de retour m'a semblé plus court que d'habitude. Comme si la route savait que j'étais sur le point de faire une bêtise et voulait que j'en finisse. J'ai entrouvert la porte et j'ai entendu des voix. Basses, détendues, pas un haut-parleur. Un homme riait depuis la cuisine. Ce sont détendus que les gens font quand ils se sentent à leur place. J'ai posé mes clés aussi silencieusement que possible et je suis entré. Chaque pas résonnant dans ma tête. La lumière tombait parfaitement sur l'îlot central. La corbeille de fruits était pleine et l'odeur du nettoyant aux agrumes donnait à l'ensemble un air de mise en scène. Il était plus grand que moi d'1 pouce, fin de la trentaine, barbe de 3 jours soignée, le même homme que celui du nymphéa. Il avait sa main sur le dossier d'un de nos tabourets, comme s'il en était propriétaire, sa posture décontractée, ses yeux faisant l'inventaire. Il ne sia pas quand je suis apparu. Cela me dit qu'il avait déjà décidé quelle était ma place dans cette pièce. Camille s'est retournée comme si j'avais fait irruption dans son bureau, et non dans notre cuisine. « Adrien, tu es rentré tôt. » Pas de honte, pas de surprise. Juste cette irritation sèche qu'elle réservait à ceux qui se mettaient en travers de son chemin. Son verre était posé sur le comptoir avec une rondelle de citron flottant comme un accessoire. « Tu dois être Maxime ?» ai-je dit. Il a tendu la main, comme si nous étions à une réunion de la chambre de commerce. Je ne l'ai pas prise. Il la tint 1 seconde, puis la glissa dans sa poche avec un petit sourire qui me démangeait les jointures. Le ton de Camille devint professionnel, les voyelles adoucies. Maxime consulte sur l'offre de réhabilitation de la friche industrielle. Il a aidé des cabinets à décrocher des contrats 2 fois plus importants que les nôtres. Elle dit cela comme une ligne de CV qui effacerait tout le reste dans la pièce si je me contentais d'acquiescer. « À la maison ?» ai-je demandé, en plein milieu de la journée de travail. Elle leva les yeux au ciel, comme si j'avais demandé comment envoyer un courriel. « Ça s'appelle l'audace, » dit-elle, et le mot sonnait comme un défi. Maxime posa son portfolio sur l'îlot et le redressa comme s'il réinitialisait un échiquier.
Nous discutions juste, dit-il, toujours aimable, comme si rien de tout cela n'était personnel. Il attrapa le portfolio, me fit un hochement de tête poli qui me donnait envie de tout casser et s'éclipsa par la porte latérale comme s'il l'avait déjà utilisée. Le loquet claqua doucement, familièrement, comme si la porte le connaissait. Quand elle se referma, Camille abandonna son ton professionnel et laissa transparaître l'acier. « Ne commence pas, Adrien. Tu traînes des pieds depuis des mois. Je construis l'avenir. » Elle leva son verre et prit une gorgée comme si elle avait gagné le droit de me faire la leçon dans notre cuisine. « Par quoi ?» ai-je demandé. « En embauchant un consultant que tu couves dans notre cuisine à 14h ? En ignorant ton équipe ? En brûlant des approbations nocturnes comme des allumettes ?» Ma voix ne monta pas. Elle se posa, lourde sur le carrelage. Elle me regarda droit dans les yeux, le regard plat. « Tu ne comprends pas ce qu'il faut pour diriger. » Pas d'excuses, pas de démenti, aucun intérêt pour ce que cela coûtait aux autres. Quelque chose en moi devint froid et silencieux. J'ai attrapé ma veste sur la chaise. « Je vais faire un tour. » Elle ne me suivit pas, ne demanda pas où, ne posa même pas son verre. Elle s'en versa un autre, comme si c'était une routine, pas une explosion. Dans ma voiture, j'ai appelé Gérard. Il a décroché à la 3e sonnerie, la voix basse comme s'il se préparait à un coup. Je lui ai tout raconté. Maxime dans la cuisine, le changement de ton, les factures que je ne pouvais pas lier au travail produit, moins la partie où je voulais transpercer le mur de plâtre d'un coup de poing. Je me suis tenu aux faits, parce que les faits ne vacillent pas. Il est resté silencieux un long moment qui a semblé la durée d'une averse. « Passe, dit-il, et apporte tout ce que tu as. Courriel, code de dépense. J'ai un mauvais pressentiment. » La façon dont il le dit me révéla qu'il connaissait déjà l'ampleur de la tempête. Il avait juste besoin de la feuille de route. Son bureau sentait le papier et le vieux café. Des plans encadrés de 94 tapissaient les murs. Le genre de ligne qu'on trace quand on aime encore son métier. Nous avons étalé le registre de Léo sur le bureau et avons parcouru ligne par ligne les frais d'hôtel au Nymphéa. 2 dîners stratégiques codés à 1180 chacun. Des honoraires pour Rousseau Stratégie de 28 000, signés par Camille. Les dates se télescopaient, nuit tardive, week-end, les recoins où les mauvais choix aiment se cacher. Gérard se frotta les tempes avec le pouce et l'index comme s'il essayait de chasser la migraine. « Rousseau, dit-il, ce nom me dit quelque chose. » Il claqua des doigts une fois, le son net dans le silence. Il siégeait dans l'équipe de négociation d'Archéos Conseil. Ils m'ont fait une offre dérisoire pour un rachat en 2019. Il ne dit pas le chiffre avec amertume. Il le dit avec reconnaissance. Nous nous sommes regardés par-dessus les papiers. Si Maxime avait encore un pied chez un concurrent, il ne s'agissait pas seulement de tromperie ou d'une erreur de jugement. C'était un coup monté avec une facture à la clé. Le genre de coup monté qui vide une entreprise et ne laisse qu'une coquille qui semble solide jusqu'à ce que le vent souffle. J'ai tout transmis à Gérard. Les fils de courriel, les invitations de calendrier, la photo que je détestais avoir prise. Chacun avec des eurodatages, chacun avec le genre de détails que je voudrais si l'on me posait des questions difficiles. Il ne m'a pas jugé pour la photo. Il n'en avait pas besoin. « Tu as fait ce qu'il fallait, » dit-il, ce qui m'a aidé moins que je ne l'espérais et plus que je ne l'attendais. En sortant, Gérard se tenait sous le plan du premier atelier qu'il ait jamais construit et semblait plus petit que son âge. « Je n'aurais jamais dû lui donner les rênes comme ça, » dit-il. « J'espérais que ça la ferait grandir. » Les mots entaillèrent plus profondément, car il n'y mit aucun artifice. J'ai dit « Nous allons arranger ça », parce qu'il n'y avait pas de façon plus douce de promettre que je ne m'enfuirais pas. Je suis rentré chez moi, la radio éteinte et le bruit de la route emplissant l'habitacle. La maison se tenait là, comme un modèle d'exposition, lumières éteintes, tout en angle. Je ne suis pas monté à l'étage. Je n'ai pas demandé où elle était. J'ai pris la chambre d'amis cette nuit-là. J'ai posé mon téléphone face contre terre sur la commode et j'ai refermé la porte. J'ai dormi peut-être 2 heures de vrai sommeil avant que le réveil ne déchire le silence. J'ai pris une douche, mis la même chemise de travail posée sur la chaise et suis allé travailler comme si la mémoire musculaire allait me porter. En marchant dans le bureau collectif le lendemain matin, j'ai failli en étouffer. Camille se tenait au centre, la main posée dans le dos de Maxime,
comme si elle présentait un trophée. Tout le monde rencontrait notre partenaire stratégique, Maxime Rousseau, dit-elle, la voix assez lumineuse pour se refléter sur la vitre. Elle ne m'a pas jeté un regard. Elle n'en avait pas besoin. Le message était passé par l'attitude. Elle a continué avant que quiconque ne puisse respirer. C'est un consultant externe, pas un membre du personnel, et il me conseillera directement. Les mots se posèrent comme un seau. Elle fit un petit signe de tête au RH, comme si elle avait déjà tout réglé, alors que je savais que non. Des bouches se sont littéralement ouvertes. Celle de Sophie, puis celle de Léo. Et même Isabelle des RH perdit son visage neutre un instant. Camille rayonnait comme si elle venait d'inaugurer une nouvelle aile. Maxime leva les doigts dans un petit salut qui tentait de passer pour humble et ratait son coup de loin. Adrien sera son point de contact, ajouta Camille, nonchalante comme une prévision météo. Mets Maxime au courant de nos fournisseurs, de l'historique de nos clients et de notre documentation interne. L'acide me monta à la gorge. Elle disait cela comme si j'avais été désigné porteur des bagages d'un autre pendant qu'il comptait notre argent. J'ai gardé ma voix neutre. Nous avons des protocoles pour l'intégration des conseillers externes. Je n'ai pas dit « s'il te plaît » et je n'ai pas traîné. C'était une ligne infranchissable. Elle sourit de toutes ses dents. « Nous allons plus vite maintenant », dit-elle, et la façon dont elle regardait au-delà de moi disait à tous de qui les règles comptaient. Conformément à notre politique, les conseillers externes ne recevaient que des dossiers épurés tant que le service juridique n'avait pas validé une clause de confidentialité. Je le savais. Elle le savait. La moitié de la pièce le savait. Le fait qu'elle ait dit « plus vite », comme si c'était un permis, me démangeait les mains. Le reste de la matinée, Maxime tourna dans le bureau comme s'il s'y était entraîné. Il ne flottait pas. Il atterrissait, épaule contre épaule avec Léo à la machine à café, posant des questions sur notre marge standard, se penchant sur le bureau de Sophie pour demander quel prestataire pouvait être pressé sur les délais, s'arrêtant près de ma chaise pour pêcher les tarifs des sous-traitants que nous ne publions pas. Ces questions n'étaient pas curieuses, elles sondaient nos points faibles. J'ai gardé un visage impassible et lui ai donné des miettes, des brochures publiques, des notes de processus génériques, le genre de réponse que l'on donne à un journaliste qui ne citera que lui-même. Pendant ce temps, je faisais une liste sur un bloc-notes de chaque détail qu'il cherchait, jusqu'aux phrases qu'il utilisait. Léo a croisé mon regard et m'a envoyé un texto sous son bureau. Ce gars fouine. Je n'ai pas répondu par texto. J'ai incliné le bloc pour qu'il puisse voir la liste s'allonger. Vers le milieu de la journée, Camille m'a tiré dans une salle de conférence vitrée et a déposé un organigramme fraîchement laminé entre nous. La nouvelle structure donnait l'impression qu'elle avait secoué l'arbre pour voir ce qui tombait. 3 chefs de projet avaient été réaffectés à des initiatives de croissance. Mon nom glissa des opérations vers une nouvelle case intitulée « Opération stratégique ». Et en dessous, en caractères fins qui sonnaient comme une lame, « Conseiller de la présidente C. Rousseau ». Je ne relève pas d'un consultant, ai-je dit. Ma voix ne monta pas. Elle n'en avait pas besoin. C'était une ligne gravée dans le béton. « Tu relèves de moi », dit-elle sans ciller. Puis, elle se pencha assez près pour que je puisse sentir le zeste d'agrumes sur son souffle. « Ne me fais pas choisir, Adrien », dit-elle doucement, comme si cela pouvait passer pour de l'attention si l'on n'écoutait pas. Cela faisait l'effet d'une gifle. Il ne s'agissait pas de titre de poste. C'était le mariage en jeu. J'ai fait glisser l'organigramme sur la table, me suis levé et j'ai ouvert la porte sans un mot de plus. Je n'allais pas saigner dans un bocal à poisson. Elle m'a laissé partir et j'ai senti les regards sur la vitre alors que je pénétrais dans le couloir. Après la réunion, je me suis assis sur les escaliers en béton avec Léo, un carnet sur mes genoux et un stylo bille qui avait connu de meilleurs jours. Nous avons examiné ligne par ligne ce que nous savions. Chaque dépense liée à Rousseau Stratégie, chaque approbation nocturne avec des pièces jointes manquantes et les approbations passées à des heures où aucune personne saine d'esprit ne signe un plan. J'ai écrit vite et rudement, date, montant et initiale, et j'ai pris des photos de chaque page une fois terminée. La cage d'escalier sentait la poussière et l'acier froid.
Cela m'a réveillé d'une manière que le café n'avait pas eue. Plus tard, Maxime est passé nonchalamment à mon bureau et a posé ses 2 mains sur le bord, comme s'il était propriétaire du stratifié. « Envoie-moi les spécifications du projet Fontaine, dit-il. Je veux voir les entrailles. » Il dit « entrailles », comme s'il me faisait une faveur en allant à l'essentiel. « Soumets un accord de confidentialité », ai-je dit. « Tu auras la version épurée tant que le service juridique ne t'aura pas donné son accord. » Mon écran était resté immobile. Je ne me suis pas tourné vers lui. Il a ricané, comme de vieux amis se chamaillant. « Nous sommes tous dans la même équipe, » dit-il. Son ton désinvolte était un aveu. « Les gens qui sont dans votre équipe n'ont pas besoin de le dire. » Camille est passé, son parfum en premier, et a tapoté mon écran d'un ongle manucuré. « Donne-lui tout ce dont il a besoin, » dit-elle, déjà en mouvement. Elle ne ralentit pas assez pour entendre ma réponse. J'ai envoyé le dossier épuré à sa boîte de réception. Spécifications générales, calendrier de haut niveau, rien qui puisse nous faire dévaliser. Et j'ai mis en copie le service juridique et les RH pour l'historique. Mon courriel indiquait « Envoi du dossier épuré du projet Fontaine en attente d'approbation d'accords de confidentialité » avec l'horodatage en gras pour que personne ne puisse faire semblant plus tard. Puis j'ai répondu sur le fil de discussion pour que ce soit clair et net. Dossier épuré seulement jusqu'à ce que le service juridique valide son accord de confidentialité. Et j'ai gardé le service juridique en copie pour qu'il y ait une copie dans un dossier que je ne contrôlais pas. Il n'a pas répondu au courriel. Il n'en avait pas besoin. Il avait ce qu'il pouvait obtenir, et j'avais ma couverture. Le reste dépendrait de qui s'y irait le premier. En fin d'après-midi, l'air du bureau était dense et crépitant, comme la chute de pression avant un orage. Les gens travaillaient, mais le son avait changé. Moins de discussions, plus de froissement de papier, le faible bourdonnement des imprimantes crachant des reçus comme des confettis à un enterrement. Isabelle passa devant mon bureau, les lèvres fines et serrées, et son regard disait ce que les RH ne mettaient jamais par écrit. Sophie m'envoya un message avec 3 mots. « Dis-moi quand ?» À 17h40 précise, la porte d'entrée claqua assez fort pour faire frissonner les stores. Les têtes se levèrent à l'unisson. Gérard entra avec 2 membres du conseil, Monsieur Blanchard, mâchoire carrée et voix mesurée, et Madame Moreau, le regard perçant et calme comme un chirurgien. Gérard ne regarda ni Camille ni moi. Il balaya la pièce du regard, prit sa température et planta son attitude. « Nous devons parler », dit-il à Camille, sa voix portant juste assez pour ne laisser aucun doute sur la direction que cela prenait. Il n'a pas enjolivé avec « s'il te plaît » ou « pourquoi maintenant ?» Elle rit, un rire bref et dédaigneux, comme si le monde entier était en retard à sa fête. À moins qu'il ne s'agisse de croissance, programmez ça pour le prochain trimestre, dit-elle, une main sur la hanche, l'autre repoussant ses cheveux de l'épaule, comme si c'était une séance photo et non un avertissement. Il s'agit de survie, dit-il. Le lendemain matin, elle a convoqué une réunion générale d'urgence, comme si elle lançait un produit. Elle se tenait sur le palier au-dessus du bureau collectif, avec Maxime posté un demi-pas derrière elle, comme un garde du corps. La pièce se rassembla parce que c'est ce que les gens font quand le patron le demande. Elle ne remercia personne d'être venue. Elle ne s'embarrassa pas de préambule. « Nous nous modernisons », annonça-t-elle, la voix lumineuse et sûre. Certaines personnes ne feront pas l'affaire. Les têtes s'inclinèrent. Les regards se posèrent sur moi comme si j'avais une cible peinte sur ma poitrine. Maxime ne prit pas la peine de cacher la satisfaction d'être en position de force sans avoir jamais dessiné un mètre carré de plan. Elle conclut rapidement, sans question, et descendit directement les escaliers comme une grande maréchale de parade. Elle me fit signe de 2 doigts et je la suivis car les scènes publiques n'aident personne que l'on souhaite garder. Dans son bureau, elle ferma la porte d'un clic et glissa une épaisse enveloppe sur le bureau comme une facture que j'avais oublié de payer. « Nous devrions arrêter de faire semblant, » dit-elle, les yeux secs et froids. « Signe ça et nous pourrons faire ça comme des adultes. » Son ton ne vacilla pas. Il n'en avait pas besoin. Elle avait répété. Je l'ouvris. Requête en dissolution, déjà estampillée,
le nom de son avocat en police nette qui me disait exactement combien elle avait dépensé pour que cela soit propre. Ce n'était pas une conversation. C'était une décision à laquelle je ne participais pas. La pièce devint silencieuse, à l'exception du murmure du papier quand je tournais une page. « Tu es aussi transféré de ton rôle actuel », ajouta-t-elle, comme si elle offrait un ticket de parking. « Maxime gérera les opérations. Nous parlerons de compensation. » Elle ne dit pas « indemnité de licenciement ». Elle dit « compensation », parce que ce mot sonne moins comme si on vous avait poussé dans les escaliers. J'ai ri une fois. Une expiration forte qui n'avait rien à voir avec l'humour. La façon dont elle empilait tout cela, mariage et travail dans un seul paquet soigné, était si propre que ça me rendait malade. Je me suis levé avant de dire quelque chose que je ne pouvais plus retirer. « Je ne serai pas sur votre chemin », ai-je dit, et j'ai pris l'enveloppe. J'ai gardé ma voix stable et je suis sorti dans le bureau collectif où les gens me regardaient comme un accident de voiture qu'on ne peut pas effacer de sa mémoire. Dans le couloir, Gérard sortit d'une salle de conférence comme s'il avait suivi la météo à travers le mur. J'ai levé l'enveloppe et il jura à voix basse, sans théâtralité, juste de fatigue. « Elle te force à partir pour le couvrir, dit-il. Il posa une main sur le cadre de la porte, comme s'il avait besoin de quelque chose de solide. « Nous avons le conseil à 3 heures, ai-je dit. J'apporterai ce que j'ai. » Il hocha la tête comme un homme qui savait que les 3 prochaines heures décideraient de l'ampleur de l'hémorragie. Avant la séance, j'ai imprimé des courriels, des pages du grand livre et la liste que j'avais faite des questions de Maxime. 9 pages, numérotées dans le coin à l'encre bleue. J'ai mis des drapeaux colorés à chaque endroit où des signatures manquaient ou des approbations venaient à 2h11 du matin. Je n'ai pas enjolivé le dossier. J'ai mis l'histoire en ordre et omis les adjectifs. À 3 heures, elle est arrivée en retard, pleine d'assurance dans ses lignes épurées, et a lancé une présentation PowerPoint sur le pivot stratégique agile. Maxime cliqua sur la télécommande pour elle et ne prit pas de chaise, comme s'il voulait que tout le monde sache qu'il n'était pas là pour être à l'aise. Elle parla d'innovation, de conquête de marché et de rapidité stratégique. Elle ne mentionna pas 3 clients en attente, les pénalités sur le projet du bois, ni le fait que la moitié de nos sous-traitants avaient cessé de décrocher au premier appel. Quand elle eut fini, Gérard glissa mon dossier au conseil comme un dossier remis à un chirurgien. Je ne la regardais pas. J'ai parlé à M. Blanchard et Mme Moreau et je leur ai tout expliqué. Pas de théâtralité, juste des faits. Clients perdus, approbation non documentée à des heures indues, chevauchement d'honoraires pour des services que personne ne pouvait définir. Un consultant lié à un concurrent qui demandait nos grilles tarifaires avant de signer un accord de confidentialité. Camille croisa les jambes et appela cela de l'aigreur, comme si tout cela était lié à mon aversion au changement. Maxime sourit de toutes ses dents et me traita de réticent au risque, comme si le risque n'était pas quelque chose que nous gérions chaque heure sur un site pour éviter que des plans ne s'écroulent. Madame Moreau se pencha en avant, stylo immobile. « Où est l'accord de confidentialité ?» demanda-t-elle, sans ciller. Maxime ne manqua pas un battement. Il dit qu'il ne l'avait pas sous la main, comme s'il s'agissait d'accords de confidentialité ou d'écharpes qu'on égare. Monsieur Blanchard tourna une page et tapota une ligne de l'index. « Expliquer le virement de 137 600 € à Rousseau Stratégie intitulé « Frais de succès du 3e trimestre », dit-il. « Succès pourquoi ?» Personne ne répondit. Le silence s'installa, lourd et assez long pour que le ventilateur du projecteur sonne comme une sirène. Je ne leur ai rien demandé. Je leur ai dit que je démissionnais avec effet immédiat et qu'ils devaient sauvegarder tous les systèmes avant la fin de la journée. Si vous voulez avoir une chance de maintenir cet endroit en vie, vous avez besoin d'une copie propre de la vérité, ai-je dit. Puis, j'ai remis à Léo une clé USB avec des registres en miroir et des notes de chaîne de conservation et un courriel qu'il pourrait imprimer si quiconque prétendait plus tard que le papier n'existait pas. Léo l'a pris à 2 mains comme si elle était explosive. Il n'a pas dit merci. Il n'en avait pas besoin. Il la glissa dans un dossier et regarda le conseiller juridique comme on regarde un médecin quand l'hémorragie ne s'arrête pas d'elle-même. Des chaises raclèrent. Camille dit à la pièce que je faisais une scène. Je ne lui ai pas donné la satisfaction de me retourner.
J'ai retiré mon badge de mon clip de ceinture, l'ai posé sur la table près du coude du conseiller juridique et j'ai dit « c'est le mien ». Le plastique claqua sur le bois d'un son plat qui sonnait comme la fin d'un chapitre. Je me suis rendu aux services informatiques, je leur ai remis ma liste de connexions et je leur ai dit de couper mon accès au système à la fermeture des bureaux sur instruction de Gérard. Le gars derrière le comptoir m'a demandé si je voulais une copie de mon dossier personnel. J'ai déjà retiré ce qui m'est autorisé, ai-je dit, et j'ai signé le formulaire qui disait que je comprenais que mon accès disparaîtrait à 17h. En sortant, je me suis arrêté au bureau de Léo et je lui ai dit « duplique tout », y compris les approbations hors cycle. Mais une copie chez le conseiller juridique et une copie dans un endroit que Camille ne connaît pas. Il hocha la tête et ne posa pas de questions. C'est pourquoi je lui faisais confiance avec une clé quand la maison brûlait. J'ai croisé Sophie près du traceur et je lui ai dit « Si quelqu'un demande, tu es sur site demain. Ne m'envoie de rien. Envoie tout à Gérard. » Elle déglutit, puis dit « Fais attention » et ramassa un rouleau de dessin comme s'il pesait 2 fois son poids habituel. La vengeance n'était pas le but. Pas encore. La sécurité, oui. S'ils voulaient éviter que le bâtiment ne s'effondre, ils avaient besoin d'un étayage et d'un ensemble propre. J'ai resserré ma prise sur l'enveloppe et j'ai poussé les portes du hall pour sortir dans la chaleur. La sécurité m'a enregistré comme visiteur sur autorisation de Gérard. Mon accès d'employé était déjà mort. Le badge qu'ils ont accroché à ma chemise me faisait l'effet d'une veste de paria. Je suis arrivé tôt pour vider mon bureau, la tête basse, une boîte sous le bras. La moitié du bureau s'agglutinait autour de la machine à café, chuchotant comme si la vapeur pouvait cacher leurs paroles. 2 clients s'étaient retirés pendant la nuit. Le client Fontaine avait envoyé un courriel de réévaluation à 6h03. L'air avait cette charge viciée qu'un bâtiment reçoit lorsque le courant clignote et revient de travers. J'ai gardé les yeux sur mes tiroirs et j'ai commencé à trier. Des stylos, un mètre ruban, le carnet avec la liste que je ne comptais pas laisser derrière moi. J'ai enveloppé une photo de l'équipe lors de notre première inauguration dans du papier d'imprimante et je l'ai posée à plat. Chaque grincement de tiroir résonnait comme un cri. Camille fit irruption, ses talons martelant le sol comme des clous. Elle vit la boîte en carton et ricana sans prendre la peine de le cacher. Maxime collait à son épaule comme une ombre qui se croyait utile. « Bien, plus vite tu seras parti, mieux ce sera, » dit-elle, comme si le simple fait de le dire rendait le bâtiment plus sûr. J'ai posé la boîte et lui ai fait face. Avant de partir, tu devrais savoir que le client Dubois a déclenché des pénalités, ai-je dit, et le cabinet Mauvais en Fine a contacté son avocat. Ils ont mis un avocat en copie sur le dernier courriel. Son visage se crispa légèrement. La première réaction honnête que j'ai vue d'elle depuis des semaines. Elle se remit rapidement. « Nous gérons », dit-elle, jetant un coup d'œil à Maxime, comme si sa présence pouvait agrafer le mensonge en place. Il ne croisa pas mon regard. Il était occupé à balayer le sol, comme si le carrelage pouvait livrer des secrets. L'ascenseur tinta et la pièce se déplaça comme un changement de vent. Gérard sortit avec 3 membres du conseil. Un conseiller juridique et Léo traînant 2 classeurs qui semblaient plus lourds que du papier ne devrait l'être. Personne n'applaudit. Personne n'en avait besoin. Le bruit dans le bureau collectif baissa d'un cran que l'on sentait dans les dents. « Réunion d'urgence du conseil », dit Gérard. « Salle de conférence, maintenant. » Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Camille tenta de bloquer le courant. « Vous n'avez pas l'autorité de convoquer cela sans préavis, » dit-elle, le menton haut. Le conseiller juridique répondit avant Gérard. En vertu de la section 3 des statuts, 2 administrateurs détenant des procurations peuvent convoquer une réunion spéciale d'urgence. Monsieur Blanchard leva un dossier manille et montra une procuration signée. « C'est ce que nous avons aujourd'hui, » dit-il. Madame Moreau se dirigeait déjà vers la salle vitrée. À l'intérieur, je me suis assis sur le bord près du mur, techniquement personne insignifiante désormais, mais Gérard m'a fait signe de rester. J'ai gardé les yeux loin de Camille parce que je ne faisais pas confiance à ce que mon visage ferait, et je parlais aux chiffres. Le conseiller juridique commença par la procédure. Puis, nous avons projeté des pages à l'écran. Calendrier d'approbation, la série de virements nocturnes, des chevauchements de fournisseurs qui n'avaient aucun sens honnête.
Chaque diapositive avait des dates et des montants, pas d'adjectifs. Le genre de séquence qui présentait son propre argument. Le conseiller juridique pointa un relevé d'hôtel avec 2 noms. Tous deux familiers d'une certaine manière. Une chambre au Nymphéa réservée au nom de Mademoiselle Lambert et Monsieur Rousseau à ces dates. Dit-elle. Bu, Camille ne s'y a pas. Brainstorming, dit-elle, comme si un bar d'hôtel était un tableau blanc où l'on pouvait dormir. Madame Moreau sortit un résumé que son équipe de recherche avait compilé. Vous avez quitté Archéos Conseil il y a 9 mois, dit-elle à Maxime, la voix égale. 2 semaines après que nos honoraires aient atteint votre SARL, Archéos Conseil a commencé à courtiser nos clients. Elle ne posa pas la question, elle la posa sur la table. La bouche de Maxime tressaillit, mais il garda sa posture. « Je respecte toutes les clauses, dit-il. » La phrase sonnait répétée, comme quelque chose qu'un avocat lui avait dicté. Monsieur Blanchard fit défiler l'écran, puis s'arrêta avec un doigt sur un en-tête de courriel. Alors, expliquez pourquoi votre SARL a reçu des introductions d'un partenaire d'Archéos Conseil la même semaine où des modifications sont apparues sur notre dossier Fontaine. Dit-il, je veux la version courte. Son ton ne laissait aucune place à la dissimulation. Camille tourna sa chaise et s'adressa à Gérard. Tu as monté ça pour me faire passer pour imprudente, dit-elle, la voix assez tranchante pour couper. Tu aurais pu venir me voir. Il ne leva ni la tête ni la voix. Tu es ma fille, dit-il. Je n'ai rien monté. Tu as fait cela. La pièce resta immobile. Le seul son était le ventilateur du projecteur et mon pouls dans mes oreilles. Le conseiller juridique passa à l'argent qui me tenait éveillé. Tirage d'une ligne de crédit de 480 000 € sans notification au conseil, dit-elle. Expliquez la base. Camille haussa les épaules, un geste censé passer pour de la compétence. Lissage de trésorerie de routine, dit-elle. Léo se leva et pointa un registre imprimé, les dates cerclées de rouge. Les tirages ont eu lieu les mêmes nuits que les virements à Rousseau Stratégie, dit-il. Les montants suivent une marge d'1 ou 2%. Le silence devint très lourd. Madame Moreau ferma son dossier et regarda les extrémités de la table. Nous devons sauvegarder l'entreprise, dit-elle, maintenant. Personne ne discuta. Il n'y avait plus rien à prétendre. Camille croisa les bras, l'acier croisant l'acier. Vous ne pouvez pas me virer, dit-elle. Je suis l'essence de cette entreprise. Les mots restèrent suspendus, lourds et faux. Gérard tressaillit comme si la phrase avait du poids. Il déglutit, se redressa et dit « Non, les équipes sont l'essence de cette entreprise. » Il ne me regarda pas en le disant. Il regarda la porte où le bureau collectif bourdonnait de peur. Le conseiller juridique demanda à tous ceux qui n'étaient pas essentiels de se retirer pour une session exécutive. Des chaises raclèrent. J'ai ramassé ma boîte et j'ai marché vers le couloir, le carton s'enfonçant dans ma paume. À travers la vitre, j'ai vu des têtes se pencher l'une vers l'autre et des lèvres bouger. L'insonorisation transforma le tout en un film muet où l'argent et les noms défilaient sur des lèvres que je ne pouvais pas lire. Le couloir sentait la colle de tapis et le vieux café. J'ai posé la boîte sur le banc, me suis assis à côté et j'ai regardé l'aiguille des minutes tourner. Un coursier déposa une pile d'enveloppes FedEx sur la table et me regarda comme si j'étais égaré. Je ne l'étais pas. J'étais exactement là où les mauvais choix vous mènent, devant une pièce où votre vie se traduit en motion et en secondes. Sophie sortit du bureau collectif, me vit et ne posa pas de questions. Elle me tendit une bouteille d'eau et dit « Quoi qu'il décide, la suite fonctionnera. » Sa gorge bougea, comme si les mots raclaient à la montée. J'ai hoché la tête une fois. Parler pour faire du bruit semblait mentir. La porte de la salle de conférence s'entr'ouvrit. Le conseiller juridique s'éclipsa, murmura à M. Blanchard, puis rentra. Isabelle DRH passa. Un dossier manille serré contre sa poitrine, comme on porte ce qu'on ne veut pas posséder. Elle dit « Ça va ?» Puis se corrigea. « As-tu besoin de quelque chose ?» J'ai dit « J'ai besoin que ce soit propre. » Et elle fit un hochement de tête serré et continua son chemin. Je sentais la colère de Camille à travers la vitre quand sa main fendit l'air. Maxime se pencha vers elle,
la bouche près de son oreille, et quoi qu'il ait dit, sa mâchoire se serra. Gérard resta immobile, les mains à plat sur la table comme s'il maintenait le bâtiment stable. Je me suis levé parce que rester assis rendait le nœud dans mon estomac pire. J'ai arpenté le couloir et j'ai compté les carreaux du sol pour ne pas craquer. Un agent d'entretien passa devant moi avec un chariot et s'arrêta. « Ça va mon gars ?» demanda-t-il. J'ai dit « Ça ira », parce que c'était la seule phrase au futur que je faisais confiance pour prononcer à voix haute. La porte se referma et les stores se fermèrent à moitié. La session exécutive avait englouti la vue. J'ai ramassé la boîte, l'ai posée, puis l'ai posée de nouveau parce que mes paumes étaient foumoites. Les aiguilles de l'horloge bougeaient comme si elles avaient du sable dans les engrenages. De temps en temps, une voix s'élevait juste assez haut pour s'échapper, puis retombait. Je ne voulais pas être ici. J'avais prévu de partir, de laisser le bâtiment et la femme derrière moi comme un chantier que nous avions terminé. Au lieu de cela, je me tenais dans un couloir, attendant de voir si le toit tiendrait. J'ai calé la boîte sous mon bras et me suis rapproché de la porte, prêt à rentrer dès que quelqu'un me ferait signe. La porte s'entr'ouvrit et le conseiller juridique me fit signe d'entrer. J'ai posé la boîte au sol près du mur et j'ai repris ma place, les mains à plat, les yeux sur la table. Le conseiller juridique se tenait avec un imprimé et lut d'une voix qui ne vacillait pas. Motion. Suspendre Madame Lambert de son poste de présidente en attendant la fin d'un audit indépendant. Nommer un administrateur provisoire. Restreindre tous les paiements à Rousseau Stratégie et informer immédiatement les prêteurs principaux. Camille rit comme si c'était une chute. « Vous ne pouvez pas me suspendre », dit-elle, se penchant en arrière, les bras croisés. Monsieur Blanchard leva la main, Madame Moreau leva la sienne, puis un autre, et un autre, 4, puis 5, puis 6. La motion fut adoptée, et l'air de la pièce passa du débat à la conséquence. Elle se tourna d'abord vers moi, comme si la gravité l'avait dirigée là. « Tu as fait ça », dit-elle, la voix basse et tremblante d'une manière qui la rendait plus dangereuse. Je n'ai pas élevé la mienne. « Tu as fait ça », ai-je dit. Ce n'était pas fort, c'était juste la vérité, et cela porta plus fort que n'importe quel volume. Maxime se redressa, retrouva sa posture et dirigea sa confiance vers la table. « Vous aurez des nouvelles de mon avocat », dit-il, essayant de sonner comme un homme avec un plan. Monsieur Blanchard ne s'y a pas. « Bien », dit-il. Archéos conseille aussi. Le conseiller juridique glissa une lettre sur la table vers Maxime. Demande de préserver tous les appareils et comptes, y compris les téléphones personnels utilisés pour les affaires de l'entreprise. Dit-elle, son visage ne s'effondra pas, mais une ombre de couleur le quitta comme une marée se retirant. Léo s'éclaircit la gorge depuis le fond et posa une nouvelle page sur la pile. « Il y a une dernière chose », dit-il, la voix prudente. Il désigna un courriel bancaire imprimé avec les en-têtes intactes. Nous avons reçu un avis de la première Tristat. Une signature électronique au nom de Gérard Lambert autorisait une augmentation de 350 000 € sur la ligne de crédit d'exploitation. La banque l'a signalé et a demandé une confirmation vocale. Aucune n'a été fournie. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers Camille, comme si un aimant avait basculé. Elle ne rapetissa pas. « C'était un malentendu », dit-elle, comme si la banque avait mal interprété son propre système. Gérard ferma les yeux un instant, qui parut plus long qu'une respiration. Madame Moreau expira par le nez et dit « Appelez un chat, c'est une exposition à la fraude. » Le conseiller juridique me regarda, puis la porte. « Monsieur Dubois, voudriez-vous sortir quelques minutes ?» dit-elle. J'ai ramassé la boîte et je suis retourné dans le couloir où le tapis sentait le vieux café et les nerfs. 10 minutes s'étirèrent sur mes épaules. Quand la porte s'ouvrit, l'expression du conseiller juridique avait le genre de calme que l'on utilise quand on pose des points de suture. Ils m'ont demandé de rentrer et Gérard parla le premier. « Adrien, dit-il, la voix stable, voudras-tu servir de directeur des opérations par intérim sous ma présidence pendant l'audit ?» Le conseiller juridique ajouta « Pour éviter tout doute, le conseil révoque toute reconnaissance de la démission d'hier et vous nomme directeur des opérations par intérim avec effet immédiat. » Je n'ai pas fait de discours. « Oui, ai-je dit, je ferai le travail. » Je me suis levé. Je suis allé directement au bureau et j'ai gravi 2 marches de l'échelle la plus proche pour que ma voix porte. « Écoutez-moi bien,
ai-je dit, et le bourdonnement diminua. Nous gelons toutes les dépenses non essentielles à partir de maintenant. Nous trions les clients par risque de livraison et nous nous concentrons sur l'exécution. Si ce n'est pas pour dessiner, calculer, valider ou payer un prestataire sur site, cela attendra. Sophie, j'ai besoin de toi dans une salle de conférence pour le sauvetage client. Léo, contrôle de la trésorerie dans la salle de crise avec le conseiller juridique. Tous les autres, vous êtes sur la livraison. Les questions passent par les chefs d'équipe. Nous gardons la tête basse et nous construisons. Je n'ai pas expliqué ce qui venait de se passer à l'étage. Il pouvait-on le lire sur mon visage et dans la façon dont personne ne regardait vers le bureau de Camille. 30 minutes plus tard, la porte s'ouvrit et elle sortit avec une boîte en carton et Maxime collé à son côté. Elle fit un tour lent du bureau collectif, comme si elle revendiquait l'espace, le menton haut, le regard glissant sur des personnes qui ne les croisernaient pas. Le bureau regardait ses écrans, ses chaussures et la sortie. À la porte, elle s'arrêta et se tourna vers moi avec ce sourire qu'elle utilisait quand elle pensait avoir déjà gagné. « Tu vas le regretter, » dit-elle. « Je construirai quelque chose de plus grand en 6 mois. J'ai gardé ma voix stable. Fais-le proprement, ai-je dit. Elle inclina la tête et laissa le sourire s'aiguiser. Il n'y a pas de propreté dans ce métier. Elle sortit et Maxime la suivit sans regarder en arrière. Je n'ai pas regardé l'ascenseur se fermer. Je me suis tourné vers le groupe le plus proche et j'ai commencé à assigner des appels. Le client Fontaine en premier, ai-je dit. Puis Mauvais Enfin. Nous assumerons ce qui est à nous et nous réparerons ce que nous pouvons réparer. Les têtes hochèrent, les gens bougèrent avec un but qui avait manqué pendant des semaines. J'ai senti quelque chose, comme un sol sous mes pieds. À 6 heures, l'adrénaline se consuma et le bourdonnement du bâtiment se mua en un vrombissement familier que je reconnaissais. J'ai porté ma boîte à ma voiture et je suis rentré chez moi dans une cuisine qui avait 2 tasses à café dans l'égouttoir et une pile de courriers qui exigeaient des réponses. Je me suis assis à table, j'ai ouvert l'épaisse enveloppe et j'ai signé là où les drapeaux jaunes m'indiquaient de signer. Mon nom semblait plus ferme que je ne me sentais. J'ai écrit une note autocollante et je l'ai collée sur la première page. Mon avocat vous répondra. Ne me contactez pas sans passer par lui. Le stylo enfonça un peu trop fort sur le papier. C'était juste. J'ai scellé le paquet et je l'ai posé près de la porte. Puis, j'ai appelé mon frère, Théo, qui avait assez trébuché pour savoir ce que ça faisait de compter les jours. J'ai besoin de toi sobre et ponctuel si je te demande de l'aide. Ai-je dit, je ne joue pas. Il n'a pas fait de pause. Je suis là, dit-il, et le silence après cette phrase fit plus pour moi que n'importe quel discours n'aurait pu le faire. J'ai mis fin à l'appel. J'ai ramassé l'enveloppe et je l'ai portée à la boîte aux lettres du hall. Le lendemain matin, j'ai convoqué tous les effectifs dans la salle de pause, pas la salle de conférence. Pas de scène, pas de présentation, juste une table pliante cabossée et une cafetière qui avait connu de meilleurs mois. Les gens se sont rassemblés, silencieux et méfiants, des casques de chantier accrochés du bout des doigts. Je n'ai pas cassé la glace, j'ai dit la vérité. Nous avons trébuché, ai-je dit. Nous allons réparer. Si vous voulez partir, les RH vous parleront aujourd'hui sans peur ni subterfuge. J'ai balayé la pièce du regard. Personne ne bougea. Le cycle du réfrigérateur était le seul son pendant un instant. Puis Sophie déplaça son poids et hocha la tête comme si elle avait pris sa décision. J'ai divisé rapidement la pièce avant que l'adrénaline ne se transforme en commérage. 3 équipes, ai-je dit, traçant des lignes sur un tableau blanc qui portait déjà d'anciennes empreintes de graisse de pizza. Sauvetage client, triage des livraisons et contrôle de la trésorerie. Sophie, tu t'occupes du sauvetage. Prends 2 chefs de projet et un estimateur qui maîtrise les chiffres et le savoir-vivre. Léo, tu ancres la trésorerie avec la contrôleur externe que Madame Moreau a désignée pour l'audit. Traitez l'argent comme de l'oxygène et partez du principe que le réservoir est bas. Je prendrai la livraison. Nous maintiendrons les chantiers en mouvement et parlerons aux gens comme à des adultes. Nous avons décroché les téléphones. À 9h10 précise, Sophie et moi avons appelé le client Fontaine en haut-parleur dans une salle vitrée qui sentait encore les marqueurs effaçables de la semaine dernière. Je n'ai pas enjolivé. On a tout gâché, ai-je dit. Voici le nouveau calendrier.
Nous mettrons en place une équipe de week-end, ajouterons une session de conception nocturne si le temps le permet, et j'offre une réduction de 7% sur les honoraires. Je serai sur site dans 48 heures avec un séquençage révisé. La ligne resta active. Un homme de leur côté s'éclaircit la gorge, posa 3 questions difficiles sur la mise en œuvre et les revues, puis dit « Envoyez le planning avant midi ». Ils ne nous ont pas raccroché au nez. C'était le début dont j'avais besoin. J'ai passé l'après-midi en casque de chantier sur 2 sites. Le projet Dubois d'abord, puis la réhabilitation Est. Serrant des mains jusqu'à ce que ma paume me fasse mal et assumant les erreurs. J'ai détaillé les 10 prochains jours, heure par heure. Qui dessinait quoi, quand, qui validait les étapes, qui commandait les matériaux, et quand cela arrivait, je l'ai écrit sur une grande feuille de plan avec un gros marqueur pour que personne ne puisse prétendre avoir manqué le courriel. Des hommes qui avaient évité notre bureau pendant 2 mois recommencèrent à me regarder dans les yeux. Un charpentier nommé Didier me serra l'épaule et dit « Dis-moi juste la vérité et je serai là. » Je lui ai dit la vérité. À 18h30, Théo est arrivé dans une chemise propre, les cheveux peignés comme s'il allait au tribunal. Il est resté les mains dans les poches jusqu'à ce que je lui donne une pile. Des livraisons urgentes, des listes de courses, un nouveau téléphone qu'il devait garder allumé et chargé, et une enveloppe de cartes d'essence prépayée. « Besoin d'un chauffeur ? Besoin d'un coursier ?» demanda-t-il, essayant de faire décontracter et ratant son coup. « Les deux, ai-je dit. Tu iras au bureau des permis à 8h, puis chez Mauvais Enfin pour un ensemble tamponné, puis à la banque. » Il glissa le téléphone dans sa poche, comme si je lui avais remis un insigne. Pendant que nous fixions le planning sur le panneau du projet Dubois, Camille et Maxime firent grand bruit sur LinkedIn avec leur nouvelle entreprise. Rousseau & Lambert. Stratégie. Logo élégant, mots-clés sur la disruption et la vélocité. Selfie avec un capot de Bentley emprunté en arrière-plan. Des captures d'écran frappèrent le groupe de messagerie de nos sous-traitants en quelques secondes. Les électriciens se moquaient de la police de caractère. Un de nos maçons écrivit « Cette voiture a l'air d'une location. » Personne sur notre site n'arrêta de travailler pour applaudir. Ils ne se sont pas contentés de publier. Ils ont lancé une campagne de rumeurs selon laquelle Atelier Lambert était en faillite. Un fournisseur m'a transmis un fil de message où quelqu'un utilisant un nouveau courriel, Rousseau & Lambert, insinuait que nous ne pouvions pas payer les salaires. Je n'ai pas répondu. J'ai publié 3 mises à jour de site avec des étapes mesurables et des photos de l'équipe. Ancrage posé sur le mur sud, coulage de dalles programmé avec numéro de confirmation de l'inspecteur en légende, ETA de livraison d'acier tamponné par le fournisseur. J'ai identifié les clients et Orodatis les mises à jour pour que le dossier ne soit pas juste une jolie image. 2 jours plus tard, Isabelle glissa dans l'embrasure de ma porte avec son visage de RH et un imprimé tenu comme une casserole brûlante. Quelqu'un avait laissé un tuyau anonyme au RH avec des captures d'écran de Maxime, présentant notre grille tarifaire au chef régional d'Archéos Conseil. Notre modèle, notre pied de page supprimé, son curseur planant sur nos marges comme un voleur testant des tiroirs. Madame Moreau est descendue en personne, a lu le courriel une fois et a dit « La plainte formelle est ouverte maintenant ». Le conseiller juridique a émis un avis de conservation des documents avant le déjeuner et Léo a commencé une liste de chaque fichier touché par l'identifiant de Maxime. La pièce connut le calme d'une tempête qui s'amoncelait. Pendant ce temps, mon téléphone sonnait sans arrêt avec des appels de fournisseurs, des voix que je respectais me demandant si nous paierions à temps. J'ai sorti la pile des factures à payer et j'ai commencé un tableau de triage sur le mur. Nous avons alloué 186 000 € pour les prestataires urgents, ceux qui avaient des équipes sur site et des études déjà dans nos dossiers. J'ai décalé 2 factures importantes mais tolérables de 30 jours avec des notes expliquant pourquoi le délai n'étoufferait pas le pipeline. Puis, j'ai appelé chaque propriétaire moi-même, pas un délégué, et j'ai dit « Voici la date. Voici le numéro de chèque que vous verrez quand il sera émis. Si quelque chose change, vous l'entendrez de ma part en premier. » Certains ont juré, certains ont respiré, et l'un a dit « Personne n'appelle jamais à temps. » J'ai dit « Habituez-vous. » Entre 2 appels, j'ai rencontré Gérard pour un café noir au troquet du coin où il repeignait la même ardoise de menu chaque semaine. Il était assis, comme s'il avait vieilli de 10 ans,
et semblait plus léger d'une once. « Veux-tu le poste à long terme, Adrien ?» demanda-t-il, remuant un café qui n'avait pas besoin d'être remué. J'ai serré mes mains autour de la tasse parce que cela leur donnait quelque chose à faire. « Passons la 2e semaine, » ai-je dit. Il sourit pour la première fois depuis des semaines, petit et réel, comme si ses muscles se souvenaient comment. J'ai terminé la journée en montant 2 autres volets d'escalier parce que l'ascenseur semblait trop mou. Dans la salle de crise, Léo m'a briefé sur la trésorerie pendant que la contrôleure externe engagée par Madame Moreau, Diane, cheveux tirés en un chignon strict, des yeux d'expert comptable qui ne rataient rien, étalait un pont de trésorerie comme une carte de champ de bataille. « Vous avez 5 jours de confort si rien d'autre ne casse, » dit-elle. Nous passons ligne par ligne et nous définissons les approbations à 2 signatures. J'ai hoché la tête et j'ai écrit « Pas d'orphelin » sur le tableau blanc. Aucune facture ne reste sans propriétaire. À 8 heures, Théo m'a envoyé un texto avec une photo de 3 permis tamponnés et un sac gras de burgers. « Ravitaillement », écrivit-il. Je lui ai dit de le laisser à la remorque du projet Dubois et de rentrer chez lui, de dormir et de mettre un réveil. Il a répondu « 10 » en riant de la blague, comme s'il avait de nouveau un scanner à sa ceinture. L'homme essayait, cela comptait. Vers 9 heures, la 2e vague de publications de Camille et Maxime arriva, parlant de systèmes hérités et de casser ce qui ne sert plus. Un sous-traitant m'a transféré une capture d'écran de Maxime, se vantant en message direct que nous étions aux abois. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai poussé une 2e mise à jour avec une vidéo du chef de chantier du client Fontaine arpentant le site avec moi, montrant les tracés et annonçant les dates. Nos voix étaient stables et claires. J'ai mis en légende « planning en main » à vendredi. Parce que parfois, la simplicité est plus difficile à contredire. Le tuyau anonyme s'est transformé en une cascade. Chloé, d'un cabinet avec lequel nous avions croisé le fer 2 fois, envoya un message direct à Sophie avec « Tu n'as pas eu ça de moi » et a joint vers une capture d'écran d'agenda montrant Maxime réservé avec le chef des opérations d'Archéos Conseil, le jour même où notre dossier Fontaine avait été modifié. L'équipe de Madame Moreau l'a ajouté au dossier et a envoyé des avis de conservation à la chaîne. Les objets de courriel du conseiller juridique sont passés de retenue à réclamation. Et j'ai commencé à dormir avec mon téléphone face contre terre pour empêcher le pouls de dicter ma journée. Les fournisseurs continuaient d'appeler, je continuais de répondre. J'ai mangé de la pizza froide sur une caisse en plastique dans un coin de l'atelier et j'ai travaillé la pile dans le sens des aiguilles d'une montre. Structure, enveloppe, finition, fluide, aménagement. J'ai dit à un homme nommé Didier qu'il aurait son chèque lundi et j'ai appelé Théo pour tracer l'itinéraire afin que l'enveloppe arrive entre les mains de Didier et non dans une boîte derrière une cage verrouillée. Vers 22 heures, le bâtiment avait ce bourdonnement tardif que j'aimais autrefois. Les imprimantes crachaient juste un peu. Un bip de chariot élévateur dans l'atelier. Des voix basses avec un but. Sophie passa la tête dans l'embrasure de ma porte. Le client Fontaine veut la liste révisée des soumissions à 7 heures, dit-elle. Nous l'aurons à 6h45, ai-je dit. Elle hocha la tête et me laissa avec l'odeur de marqueur et de carton et un calendrier qui ressemblait enfin à un outil. Pas à une arme. Cette nuit-là, je suis allé à la maison et j'ai emballé le reste de mes affaires. 3 chemises que j'aurais dû jeter il y a 1 an. Une pile de vieilles esquisses. J'ai laissé les clés dans un tiroir sous le publipostage et je n'ai pas laissé de mots. J'ai porté 2 boîtes à la voiture et je n'ai pas regardé les fenêtres. Le réverbère rendait l'endroit entier comme un décor de théâtre qui s'effondrerait si l'on poussait le mauvais coin. J'ai emménagé dans un appartement temporaire au-dessus d'un salon de manucure rue de la Vigne qui sentait l'acétone et l'espoir. La moquette était mince et les stores vibraient quand le bus passait, mais le pêne dormant fonctionnait et l'eau était chaude. J'ai posé les boîtes contre le mur, mis un matelas par terre et ouvert une fenêtre pour laisser les produits chimiques s'évaporer. À 23h20, un texto arriva d'un numéro inconnu. « Tu as l'air fatigué à la caméra. » Pas de nom, pas d'emoji. Je l'ai fixé assez longtemps pour sentir la chaleur monter. Puis j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai pris une capture d'écran, l'ai transférée au conseiller juridique avec numéro inconnu, probablement du harcèlement. Puis j'ai bloqué l'appelant. J'ai posé le téléphone face contre terre sur la caisse que j'utilisais comme table de chevet. J'ai éteint la lumière
et j'ai dormi comme si j'avais travaillé sur des plans toute la journée. 6 mois plus tard, le bâtiment semblait différent, pas plus brillant, plus stable. Les couloirs avaient retrouvé leur ancien bourdonnement, celui qui signifiait que les imprimantes crachaient pour des raisons sensées et que les téléphones sonnaient pour du travail, pas du drame. Nous avions récupéré le client Fontaine, livré le projet Dubois une semaine plus tôt, avec 48 000 € de pénalités annulées et décroché 2 écoles de taille moyenne qui nous allaient comme des gants. Ce n'était pas des tours d'honneur, c'était le souffle que nous avions gagné. L'audit se termina et tomba sur la table avec un bruit sourd. Les conclusions étaient pires que ce que j'attendais et meilleures que mes cauchemars. Des dépenses non autorisées déguisées en stratégie, des conflits qui ne passaient pas le test de l'odeur de rue et une tentative de transfert de modèles de projets propriétaires à Rousseau et Lambert via une boîte de dépôt privée qui aurait tout aussi bien pu avoir un panneau néon. Nous n'avons pas pris de photos de victoire. Nous avons pris des notes. Le conseiller juridique a déposé une plainte civile contre Rousseau et Lambert et a envoyé une lettre de mise en demeure à Archéos Conseil pour cesser l'ingérence. Nous n'avons pas fanfaronné en ligne. Nous avons déposé des documents, tamponné des dates et sommes retournés au travail parce que c'est ce qui paie les fournisseurs. Une semaine plus tard, le tribunal a accordé une ordonnance de non-divulgation temporaire stipulée interdisant toute utilisation de nos matériaux en attendant l'arbitrage. Nous avons affiché une copie dans la salle de crise comme une ligne de démarcation. Franchissez-la et vous saignez. Des bruits sont parvenus par l'intermédiaire de sous-traitants et d'un coursier qui partage les potins comme de l'oxygène, selon lesquels Rousseau et Lambert avaient manqué 2 fois le paiement des salaires et vidé son bureau pour payer des honoraires. Le même matin, Camille a envoyé un courriel à Gérard demandant une conversation concernant mon retour. Il n'a pas répondu et l'absence était plus bruyante que tout ce qu'il aurait pu écrire. Vers le déjeuner, Chloé, l'ancienne assistante de Maxime, est apparue à notre réception avec un CV, les yeux rouges et un regard qui disait qu'elle était à bout de souffle. « Il a arrêté de me payer », dit-elle, la voix brute. Sophie lui a apporté de l'eau et les RH lui ont apporté une chaise et je me tenais dans l'embrasure de la porte parce que se tenir là comptait. Elle a dit « J'ai tout gardé ». Elle ne plaisantait pas. Elle nous a remis une clé USB avec des factures internes de Rousseau et Lambert qui ressemblaient à un registre de mauvaises décisions. Une feuille de conditions avec Archéos Conseil pour une vente à la sauvette de notre liste de clients à 30 centimes l'euro et des photos de sessions de tableaux blancs où nos stratégies d'offres étaient cartographiées avec notre en-tête arrachée et les coins encore visibles. Elle a glissé les dates et les noms sans théâtralité, juste des faits empilés comme des briques. « J'en ai fini de couvrir, dit-elle. J'ai besoin d'un emploi et j'ai besoin de ne pas me sentir sale. » Nous avons agi rapidement. Le conseiller juridique a recoupé les factures mais avec l'audit, a mis l'avocat d'Archéos Conseil au courant de l'ordonnance de non-divulgation et a programmé une réunion cet après-midi-là. Nous avons réglé rapidement parce que les faits avaient monté du poids et que la pièce le savait. Rousseau N. Lambert s'est dissous sous la pression comme une dalle mal coulée sous un marteau. Le conseil d'Archéos Conseil s'en est allé. Dur et froid, la mâchoire serrée, les yeux disant qu'ils vireraient quiconque aurait apporté ce désordre dans leur maison. Nous avons récupéré 312 000 € et obtenu un aveu signé d'utilisation inappropriée de matériaux qui est allé dans un dossier scellé que j'espère que mes petits-enfants n'ouvriront jamais. L'injonction stipulée est restée en place tout au long du règlement et du recouvrement. C'est ainsi que nous avons retiré les fonds sans inviter un procès prolongé qui aurait dévoré l'année dont nous avions besoin pour bâtir. Nous n'avons pas fanfaronné. Nous avons envoyé des courriels aux fournisseurs confirmant les dates de paiement et les calendriers mis à jour. Et nous avons envoyé une équipe au client Fontaine pour reprendre les plans comme si rien n'avait jamais vacillé. Camille m'a envoyé 3 courriels en une semaine, chacun avec un visage différent. La rage d'abord, des paragraphes sur la trahison et Fouque, mon entreprise, puis le remords, des souvenirs, des demi-excuses qui évitaient les noms, puis le marchandage, des propositions de coparenter la marque et d'aligner nos futurs. Je n'ai pas répondu. Mon avocat l'a fait une fois, avec une seule phrase. Toutes les communications par l'intermédiaire du conseil. Le fil essaie mort, avec un accusé de lecture et un silence que je n'ai pas rempli. Gérard m'a interrogé de nouveau sur l'avenir. Cette fois,
autour d'un sandwich aux œufs au troquet avec le menu sur ardoise. Il s'essuya les mains sur une serviette qui laissait des taches de graisse et dit « J'ai une offre. Dirige les opérations de la fondation. Nous construisons pour des communautés qui n'obtiennent toujours que des restes. Cliniques, centres de loisirs, écoles que personne ne finance en premier. » Il n'a pas enjolivé. Ce n'est pas un coup de force, c'est un travail qui compte. Je ne l'ai pas balancé comme une pièce. Je l'ai tenu un instant et j'ai écouté la partie de moi qui était fatiguée depuis longtemps. J'accepte, ai-je dit, non parce que je veux être le héros de qui que ce soit, mais parce que je veux construire sans que quelqu'un n'en fasse un jeu. Il hocha la tête et le soulagement sur son visage ressemblait au sommeil. Je suis retourné au bureau et j'ai appelé Sophie dans la salle vitrée qui ne m'avait jamais fait de cadeau. Je lui ai remis le témoin de directrice des opérations d'une main qui ne tremblait pas. « Tu as les équipes, ai-je dit. Tu as Léo et le service juridique. Garde la trésorerie propre et le calendrier honnête. Si tu as besoin de moi, appelle. Si tu n'en as pas, ne le fais pas. » Elle a fixé le sol un instant, puis m'a regardé. « Nous vous rendrons fiers en ne faisant pas de spectacle, dit-elle. » C'était la bonne réponse. Le jour de mon départ, l'équipe a apporté un gâteau d'anniversaire cabossé d'un supermarché avec « Merci Adrien », mal orthographié, et une rose en glaçage qui semblait avoir survécu à un nid de poule. C'était parfait. Nous nous sommes tenus là, en casque de chantier, mangeant du glaçage avec des fourchettes en plastique et riant de rien de bien grand. Léo m'a tendu un morceau de papier plié avec 3 chiffres. Solde de trésorerie, créance à moins de 30 jours, créance à plus de 30 jours, et un ricanement. « Regarde ça, dit-il. On n'est pas mort. » J'ai tapé son épaule et je lui ai dit de rentrer chez lui avant minuit pour une fois. J'ai emballé le dernier bric-à-brac dans une boîte d'archives. 2 mètres ruban, un thermos bosselé, un marqueur qui avait encore de la vie. Le bureau collectif semblait un chantier au crépuscule. Outils rangés, sol balayé, journée finie. J'ai fait un tour, j'ai serré des mains que je voulais retenir. Et j'ai laissé ma porte ouverte parce que les portes fermées faisaient partie de ce qui rendait cet endroit malade. En route vers le nouveau bureau, la ville semblait la même. Ponts, briques, camions luttant pour leur voie. Mais je n'étais pas le même. J'ai baissé la vitre, j'ai laissé l'air emporter l'odeur de café et de papier imprégné dans ma chemise, et j'ai laissé le poids se déposer là où il devait être. Le téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Théo. Toujours sobre, toujours ponctuel, dit-il, comme un homme faisant son rapport à un chef d'équipe. J'ai serré le volant et j'ai laissé les mots se poser. Je suis fier de toi, ai-je dit. Il ne savait pas où placer ça, alors il a dit bien reçu. J'ai cliqué sur mon clignotant et je me suis inséré vers le côté ouest. La salle de classe du quartier ouest que nous avions récupérée comme bureau avait encore un tableau noir fissuré que nous n'avions jamais repeint, et c'était là tout l'intérêt. Le premier matin, j'ai scotché un imprimé d'une esquisse de centre communautaire au mur avec du ruban adhésif bleu, et je suis resté là un instant, respirant la poussière et la cire à parquet à l'ancienne, et je me suis senti plus moi-même que je ne l'avais été depuis 2 ans. La pièce avait un bourdonnement qui n'était pas lié à l'ego. Il s'agissait d'accomplir quelque chose avec nos mains et nos têtes. L'équipe ici était plus petite, plus affamée et un peu étrange de la meilleure façon. Nous ne portions pas de costume. Nous portions des chemises pratiques et des carnets à croquis glissés dans les poches. Nous parlions budget en français clair et nous discutions des lignes budgétaires avec des crayons, pas des PowerPoint. Nous nous réunissions à des tables pliantes qui vacillaient si l'on s'appuyait mal et nous buvions un café fort comme le jus de chaussette d'un chantier. Et personne ne se plaignait parce que personne n'en avait le temps. À 9h40, mon téléphone a vibré avec le nom de Sophie. Le client Fontaine a renouvelé pour 2 ans, dit-elle, sonnant comme un homme qui venait de prendre une profonde respiration après l'avoir retenu trop longtemps. Ils ont essayé de vous débaucher aussi. J'ai ri parce que cela faisait du bien. Dis-leur que je suis déjà pris, ai-je dit. Elle a ri et a promis d'envoyer une photo plus tard. Puis elle est retournée au travail parce que c'est ce que nous faisons. À 11h12, un texto est arrivé d'un numéro que je n'ai pas reconnu avant de l'ouvrir. « Peux-tu me parler ?»« Juste 10 minutes. » écrivit Camille. J'ai fixé l'écran et j'ai senti cette vieille attraction tirer la partie de moi qui aimait réparer les choses qui ne voulaient pas être réparées.
Puis, j'ai tapé ce que j'aurais dû taper dès le premier jour. Je vous souhaite bonne chance, pas de contact. J'ai bloqué le numéro et j'ai posé le téléphone dans le deuxième tiroir avec le ruban adhésif et la craie supplémentaire. Vers midi, nous avons lancé une réunion avec une pièce pleine de gens du quartier. Des parents, un gardien d'immeuble avec de la peinture sur son jean, une adolescente qui avait apporté un carnet comme si elle voulait dire des affaires. Une grand-mère nommée Madame Dubois se tenait les 2 mains sur une chaise pliante et dit qu'elle voulait une salle de sport qui ne sente pas le moisi et une cuisine où les enfants pourraient apprendre à cuisiner sans gêner le souper de l'église de quelqu'un. C'était notre cahier des charges. C'était le genre de commande que je savais remplir sans mentir. Nous esquissions pendant qu'ils parlaient. J'ai demandé où le soleil de l'après-midi pénétrait et quelle porte ils utilisaient en hiver quand le vent soufflait dans l'allée. Théo est arrivé pour déplacer des tables et finit par rester, traînant des chaises et posant une douzaine de questions sérieuses sur la façon dont nous concevons une rampe pour qu'un enfant en fauteuil ne se sente pas comme une après-pensée quand il entre dans une pièce pleine de bruit. Quelle pente permet à une grand-mère de pousser sans s'arrêter à mi-chemin ? Demanda-t-il. Quel palier donne de la place à un enfant pour tourner ? J'ai fait glisser mon doigt le long du dessin. 1 à 12 sur la pente si nous pouvons obtenir la longueur, des paliers à chaque section et des rampes qui ne ressemblent pas à une excuse. Ai-je dit. Le voyant se pencher sans trembler, griffonnant des notes comme s'il les pensait, j'ai senti quelque chose se calmer. Gérard est passé en fin de journée, portant 2 cafés et un regard qui disait que le sommeil pourrait redevenir possible. Il n'a pas mentionné Camille. Il n'en avait pas besoin. Nous nous sommes tenus dans l'embrasure de la porte et avons regardé le soleil frapper la brique de l'autre côté de la rue, transformant les bords ébréchés en orange. Les plans sont affichés de nouveau, dit-il. Les rendus sont clairs. J'ai hoché la tête et je lui ai dit que je pouvais obtenir un meilleur prix si nous prenions livraison après 3 heures le jeudi. Nous parlions chiffres comme des hommes fatigués de gagner sur le papier. Avant de fermer, j'ai pris une photo du tableau noir, maculé de notes comme « lumière naturelle ici », « salle calme près de la clinique » et « garder simple ». Je l'ai envoyé à Sophie avec la légende « construire ce qui compte ». Elle m'a renvoyé une photo de l'équipe du projet Fontaine en casque de chantier. Les visages sales et souriants comme des hommes qui avaient traversé une tempête et étaient prêts à recommencer à bâtir. Je pouvais presque entendre les cales d'armature s'encliquetant à travers l'écran. En rentrant chez moi, je suis passé devant le Nymphéa. Le voiturier avait l'air ennuyé, faisant tourner ses clés et fixant le vide. J'ai pensé à la première fois que j'avais entendu le rire de Maxime résonner sur cette pierre et combien je me sentais petit en retournant à ma voiture. Je ne me sentais plus petit maintenant. Je me sentais comme un homme qui avait fait ce qu'il fallait, sans éclat, dit la vérité, protégé ses gens, et était parti quand restait m'aurait rongé jusqu'aux fondations. Je me suis garé rue de la Vigne, j'ai coupé le moteur et j'ai monté 2 sacs d'épicerie bon marché jusqu'à l'appartement qui sentait toujours l'acétone et l'espoir. La lumière du couloir vacilla et le pêne dormant se bloqua un instant avant de tourner, et rien de tout cela ne me dérangea. J'ai posé les sacs sur le comptoir et je suis resté là un instant, écoutant le faible bourdonnement du réfrigérateur et la circulation 3 étages plus bas. Les grandes manœuvres étaient terminées. La vraie revanche était ennuyeuse. Faire du bon travail, dormir, payer les fournisseurs à temps et s'assurer que la prochaine génération d'enfants apprenne dans un bâtiment qui ne fuit pas quand il pleut. J'ai sorti un carnet craqué, taillé un crayon et commença à dessiner la rampe de Madame Dubois sur la table de la cuisine.